Merci Madame la maire. Chers collègues, l'enjeu de notre débat cet après-midi est de poser les principes qui guideront les règles d'occupation et d'utilisation du sol à Paris dans les années à venir. C'est garantir la cohérence dans la manière de faire et de vivre la ville. Les élus Génération partagent la vision de l'éco-urbanité. Nous sommes nombreux et nombreuses à vivre à Paris ou à nous y rendre chaque jour pour travailler, étudier, visiter. Parce que nous sommes nombreux et nombreuses, la sociabilité dans notre organisation de la ville est essentielle. De plus, notre intérêt pour la vie de la cité, souvent premier pas vers la citoyenneté, associé à une conscience écologique élevée, nous permet de penser l'organisation de notre ville, ce formidable territoire d'invention qui est divers, ouvert, capable de résister aux chocs et aux crises, capable aussi de débattre et de décider ensemble de son destin. Au XXe siècle, le modèle dominant à Paris était le ménage de classe moyenne actif avec enfants. Or, ces 20 dernières années, le diagnostic de la Pure le met bien en évidence, ce modèle s'est profondément transformé avec une population à la fois plus âgée et plus jeune, avec des familles monoparentales de plus en plus nombreuses, avec les évolutions de nos modes de vie. Cette diversité chez tous ceux et celles qui habitent Paris influe d'abord les logements et bien sûr leur typologie et nous invite à repenser notre gouvernance pour que chacun et chacune d'entre nous y trouve sa place. Je le dis tout de suite, nous ne portons aucun jugement négatif à Génération sur ces évolutions. Nous ne sommes pas nostalgiques d'un supposé « c'était mieux avant ». Avant quoi ? Avant que l'émancipation permette aux femmes d'avoir un compte en banque autonome et donc de pouvoir choisir leur vie. Avant que l'émancipation ne dépénalise l'homosexualité. Non. Le PLU peut accompagner notre changement de mode de vie, de mode de ville, poursuivre cette émancipation qui a pour enjeu de remédier aux fractures sociales dans notre ville. Aujourd'hui, nous devons définitivement sortir de la ville produite par l'urbanisme moderne, fondé sur la séparation des fonctions et la domination de l'automobile. Nous ne pouvons plus vivre la ville organisée pour favoriser la consommation exponentielle. Nous ne pouvons plus croire que les communications numériques pourront se substituer aux communications physiques, alors que nous venons de traverser une expérience qui nous a tant révélé à quel point le lien social, le lien à l'autre est précieux. Alors par ce PLU, nous souhaitons promouvoir l'organisation de la ville compacte. Compacte, organique, multifonctionnelle, avec les notions d'échelle humaine et de reconquête urbaine pour les habitants. Alors ce premier principe, la ville compacte. La compacité, c'est la capacité pour celles et celui qui habite ou fréquente la ville d'accéder à pied à un certain nombre de services élémentaires. C'est une façon de réfléchir la ville en partant des comportements individuels et d'utiliser différents leviers pour les transformer. La ville compacte, c'est aussi penser son avenir avec une logique d'archipel. Pas un centre, mais plusieurs centres, plusieurs pôles, reliés par des espaces verts, des jardins, des avenues plantées et ombragées, des rues, des places où le bitume est enlevé et la pleine terre est de retour, des cœurs d'îlots et des jardins partagés. Alors, cette organisation de la ville autour de la compacité interroge nécessairement les coûts urbains. Les coûts urbains, c'est bien sûr les coûts du foncier, les prix des loyers, des particuliers comme des entreprises, mais c'est aussi l'influence de ces coûts du foncier sur les autres coûts. À Paris, les prix de la nourriture sont plus chers qu'ailleurs. Tout est plus cher. Des travaux de chercheurs nous offrent une piste de réflexion intéressante. Il y a des organisations urbaines plus économes en coût global par leur façon de guider la construction, d'organiser les réseaux, d'organiser les déplacements, d'organiser les services urbains. Ce sont des organisations urbaines de compacité intermédiaire avec plusieurs centres qui répartissent mieux les pressions immobilières, qui modèrent les coûts avec une meilleure fluidité. Nous souhaitons profiter de ce débat pour engager donc une réflexion de fond sur l'économie générale de notre système urbain en intégrant les valeurs sociales des équipements et des services financés, la façon dont les choix de localisation, de mobilité impactent nos comportements, les performances écologiques, les prix de l'immobilier. Deuxième principe, la mixité. Et d'abord la mixité fonctionnelle, ce premier pas indispensable vers la mixité sociale, qui revient à revenir sur la vocation exclusive d'un quartier, à un travail ou à un logement. La mixité sociale invite à avoir en tête que notre ville compte un nombre important de pauvres, plus pauvres qu'ailleurs, qu'ils ne doivent pas être invisibles. C'est pourquoi, notamment dans les lieux de détente, comme les bois, le long des berges, mais aussi sur chaque place, nous proposons de réserver la part la plus importante aux usages gratuits de l'espace public.
Lire sur un banc, pique-niquer ce qu'on a apporté et cuisiner sans forcément devoir consommer, flâner sans forcément acheter. Mixité générationnelle alors que notre ville est très jeune, et notamment grâce aux nombreux étudiants que nous accueillons, nous souhaitons rappeler à quel point la présence étudiante est un élément essentiel de notre urbanité. Notre ville comptera dans l'avenir une part importante aussi de personnes âgées et notre responsabilité est qu'elles puissent continuer de bien vivre à Paris. Cela invite à penser l'accessibilité des bâtiments, non pas seulement les futurs, mais aussi les existants, et d'encourager les façons d'habiter comme les résidences autonomie. Une mixité genrée et ethnique, enfin, l'organisation de la ville doit montrer dans sa trame notre volonté d'être une ville refuge. Enfin, le troisième principe, c'est l'implication des habitants, des habitantes, des entreprises, des associations, bref, de toutes celles et ceux qui vivent et fabriquent la ville. Nous souhaitons ainsi rappeler notre profonde confiance en l'intelligence collective qui se traduit par une culture démocratique et coopérative poussée et par sa force d'innovation sociale. Le droit à la ville est un droit à l'émancipation par l'urbain. C'est un droit à habiter, un droit à l'appropriation, à la liberté, un droit à devenir citoyen, à tenir un rôle dans la cité pour intervenir dans sa production. Pour cela, la ville doit veiller à favoriser la participation active des habitants à chaque étape des projets, et en particulier lors de la définition des orientations et de la programmation de tout projet urbain, à réaliser des diagnostics en amont qui comportent une dimension anthropologique qui permettent de prendre en compte les usages existants, puisqu'on ne refait pas de la ville comme ça s'il n'existait rien, ça n'existe plus à Paris, mais en prenant en compte les usages du passé, et nous fixer l'ambition de favoriser ce débat sur la ville. C'est pourquoi je finirai là-dessus. Nous conseillons une attention particulière à l'écriture de ce PADD pour qu'elle soit comprise et partagée par tous, par exemple, prendre autre chose que les attractivités positives. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Maude Gattel, présidente du groupe Modem, démocrate et écologiste. Merci beaucoup Madame la maire. Mes chers collègues, nous examinons cet après-midi les orientations du projet d'aménagement de développement durable qui servira d'orientation politique